Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par Popex. Démocratie. La démocratie, c'est un mot-clé, un mot formule. Nous l'entendons et nous l'employons tous les jours. Mais a-t-il pour autant la même signification dans notre esprit que dans celui de notre voisin, dans l'esprit de nos parents et dans l'esprit de nos enfants? Le terme démocratie a-t-il la même signification dans le domaine politique et dans le domaine culturel ou entrepreneurial quand il s'agit, par exemple, de démocratiser le monde des entreprises? Vous pouvez prendre quelques secondes et faire l'exercice. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de démocratie? Pouvoir au peuple, droits humains, égalité, liberté, séparation des pouvoirs, élection ou manifestation? Si je vous demande d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce, vous comprenez tout de suite. Vous vous levez et vous ouvrez la fenêtre. Plus compliqué, en France, si je vous invite à éteindre votre portable, il s'agit d'un ordinateur ou de votre téléphone. Et si une personnalité politique propose dans un de ses discours de se mobiliser pour renforcer la démocratie? Où aller? Que faire? Et avec qui? Il n'y a pas une seule définition de la démocratie, mais plusieurs. Et ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble 3 façons de comprendre la démocratie. Étudier un régime politique, c'est se poser 2 questions. Qui détient le pouvoir? Comment ce pouvoir est-il employé? D'un point de vue sémantique, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Historiquement, la démocratie a connu 2 formes d'institutionnalisation. La démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe serait née durant l'Antiquité, à Athènes, en moins 507 avant Jésus-Christ. Mais il ne faut pas idéaliser le passé. Si le pouvoir est détenu par le peuple, dans les faits, seulement 10% des individus vivant à Athènes sont des citoyens. Un citoyen athénien est un homme libre, fils de père athénien, âgé de 18 ans ou plus, qui a réalisé son service militaire de 2 ans. Les femmes, les enfants, les étrangers de la cité et les esclaves sont considérés comme en dehors de cette citoyenneté. La citoyenneté est fermée. À l'époque, la démocratie ne signifie donc pas égalité. Et le tirage au sort, pour sélectionner les candidats à certains postes, si ce tirage au sort est présenté comme démocratique, il est limité. Pour être tiré au sort, un citoyen doit être volontaire. Et s'il ne remplit pas le cahier des charges, il peut être sanctionné. De plus, certaines fonctions ne sont pas rémunérées. Et dans la pratique, seuls les individus les plus fortunés et issus des familles nobles se présentent. Le modèle représentatif, pour sa part, est né au lendemain de la guerre d'indépendance aux États-Unis et après les périodes des révolutions anglaises et françaises. Le régime représentatif considère que si le peuple est le détenteur de la souveraineté, ce n'est pas à lui que revient la charge de l'exercer. Le peuple est imaginé comme pauvre et ignorant. Il doit être gouverné par des élites. L'élection, aujourd'hui présentée comme un outil démocratique, est à l'origine pensée comme un outil élitiste. À ce titre, saviez-vous que le terme élection possède la même racine que élite? Les élections servent à désigner des élites pour nous gouverner. Depuis, la procédure électorale a très peu changé. L'électorat s'est élargi, suffrage censitaire, suffrage plural, suffrage universel, pour les hommes et puis pour les hommes et les femmes, mais l'élection comme procédure de sélection de nos représentants n'a pas changé. Et donc, pour paraître un petit peu provoquant, quand aujourd'hui nous critiquons les élites politiques, oui, c'est juste. Ce sont des élites et c'est même pensé comme tel. Au XVIIIe siècle, la démocratie est assimilée au désordre et au chaos. C'est un fléau, une folie. Les révolutionnaires vont donc tenter d'instituer un régime différent, un régime dit supérieur, le gouvernement représentatif. Les élections et la représentation des citoyens ne sont alors pas justifiées pour répondre à la grandeur d'un territoire ou à l'incapacité de faire siéger l'ensemble des citoyens dans un seul et même Parlement. Les élections et la représentation sont le droit et le devoir d'une minorité éduquée et fortunée
de guider la nation. Les pères fondateurs de nos régimes, aujourd'hui qualifiés de démocratie représentative, évoquent quant à eux une aristocratie élective. Nous devrions être dirigés par les meilleurs. En raison des appellations démocratie directe et démocratie représentative, des confusions existent entre les deux régimes. L'un ne serait pas la continuité de l'autre, et les idéaux qui les structurent sont profondément différents, voire opposés. Alexis de Tocqueville est l'un des premiers auteurs à évoquer la société démocratique. Selon lui, la démocratie ne doit pas être limitée à des institutions ni à une forme spécifique d'exercice du pouvoir. La démocratie, ce n'est pas uniquement un régime, c'est aussi une forme de société. Pour Alexis de Tocqueville, le cœur de la démocratie, ce n'est pas le pouvoir au peuple, mais l'égalité de tous. Dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique », cet auteur va interroger la société américaine. D'après ses observations sur le Nouveau Monde, les colons sont tous égaux. Il n'y a ni riches ni puissants. Et de cette égalité émerge une question. Pourquoi devrais-je suivre ou obéir des individus qui me sont égaux ? De l'égalité naît la liberté. Égalité et liberté sont deux notions qui fondent la démocratie. Il n'est plus uniquement question de pouvoir, d'institution, d'élection, mais aussi et avant tout de valeurs. Dans cette lignée, il est aujourd'hui inconcevable de ne pas évoquer les droits humains dans une réflexion sur la démocratie. La démocratie moderne, à l'inverse de la démocratie athénienne, reconnaît et protège l'individu. Il a des droits et non plus uniquement des devoirs, comme c'était le cas par le passé. C'est aussi une des différences entre le modèle démocratique et le modèle totalitaire. La société démocratique reconnaît des citoyens qui sont définis positivement, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, ce ne sont pas uniquement des agents de l'État, ces citoyens disposent de droits et de libertés. À côté de ces citoyens, l'État devient un gestionnaire public prenant des décisions et menant des actions au nom de l'intérêt général. Mais la société démocratique reconnaît également tout un ensemble de corps intermédiaires, des syndicats, des ONG, des ASBL et différents mouvements politiques ou citoyens. Cette approche de la démocratie incite les auteurs à adjoindre au terme démocratie l'adjectif libéral. La démocratie libérale s'oppose à l'assujettissement complet des individus à l'autorité collective. Elle inaugure la reconnaissance et la protection des droits et des libertés individuelles. Que ce soit sur le plan juridique, politique, national, européen et international, les droits humains s'imposent au cœur des dynamiques et des processus démocratiques. Plus que des écrits ou des discours, l'application des droits humains et leur respect constituent aujourd'hui un instrument déterminant dans l'appréciation de la légitimité d'une politique publique. Pour toutes ces raisons, les luttes en faveur des droits humains et les luttes en faveur de la démocratie sont intimement liées les unes aux autres. L'organisation de la société rend inévitable toute division du collectif entre une majorité de gouvernés et une minorité de gouvernants. La démocratie n'existerait donc pas. Il n'y aurait que des oligarchies. C'est la règle du 100-10-1. Pour un groupe de 100 personnes, 10 agissent pendant que 90 se tournent les pouces et un seul, en définitive, portera la responsabilité du projet. Pensez dans votre classe ou dans votre travail aux travaux de groupe. Et pourtant, selon certains auteurs, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par une minorité que nous ne vivons pas en démocratie. Nous ne devrions plus nous poser les questions « Comment éviter d'être gouverné ? Comment éviter qu'une minorité dirige la majorité ? » Mais posons-nous plutôt la question « Comment être gouverné par cette minorité ?» L'enjeu est de lier la minorité à la majorité, et ce grâce à une série d'outils et de mécanismes qualifiés de démocratiques. La démocratie, ce n'est plus un régime, ce n'est plus une société. La démocratie, c'est un ensemble d'outils.
La démocratie participative, la démocratie délibérative entendent toutes deux mettre en place des actions citoyennes individuelles et collectives susceptibles d'exercer une influence de la part des gouvernés sur les décisions des gouvernants. Le budget participatif, les débats publics, les jurys citoyens, autant d'exemples parmi d'autres d'outils démocratiques. La volonté collective n'est pas la somme des volontés individuelles cristallisées au moment des élections. La volonté collective, c'est la confrontation d'arguments en vue d'élaborer un nouveau projet commun et partagé. La démocratie continue ou la démocratie d'appropriation avance que l'action citoyenne ne se réduit pas au moment du vote. Les dirigeants doivent mettre en place et encadrer différents mécanismes qui vont dynamiser la vie politique entre les périodes électorales. Référendum, consultation populaire, initiative citoyenne sont des exemples. En 2011 et 2012, la Belgique organise le sommet citoyen du G1000. 1000 citoyens recrutés aléatoirement, sauf 10% d'entre eux sélectionnés par différentes organisations. 1000 citoyens donc débattent de la sécurité sociale, de la répartition des richesses et de l'immigration. À la suite de ces débats, 32 de ces citoyens sont sélectionnés pour former un panel devant approfondir certaines questions et rédiger un rapport. Début 2013, en Irlande, une convention sur la Constitution est organisée. Elle se compose de représentants politiques et de citoyens tirés au sort. Le projet avait pour ambition d'examiner 8 thématiques particulières. 2 ans plus tard, en 2015, le gouvernement répond au rapport de la Convention. 2 propositions sont soumises à référendum et une d'entre elles, celle sur la législation du mariage pour les individus de même sexe, est acceptée. Des exemples, il en existe d'autres, plus actuels, parfois à un niveau plus local. Les pour et les contre s'affrontent, mais le dynamisme est bien présent. De plus en plus de citoyens sont aujourd'hui critiques à l'égard de la politique, critiques à l'égard des institutions et de la démocratie. À quoi bon aller voter? À quoi bon manifester? Tous les mêmes. D'après de récents sondages, certains souhaitent une forme de pouvoir plus autoritaire. Et les résultats électoraux des partis politiques extrêmes augmentent partout en Europe. Mais, comme j'essaye de vous l'expliquer depuis le début, si la démocratie n'est pas parfaite, loin de là, les possibilités d'action sont nombreuses. La démocratie, ce n'est pas uniquement le pouvoir au peuple. Ce n'est pas uniquement des libertés individuelles et ce n'est pas uniquement des élections tous les 2, 3 ou 4 ans. Il y a de nombreux défis, l'écologie, la lutte contre les discriminations, l'application de l'état de droit, la reconnaissance du droit d'hébergement des demandeurs d'asile. Oui, il y a de nombreux défis, mais il y a aussi de nombreux projets citoyens qui s'organisent à petite comme à grande échelle. Regardez autour de vous, partagez, agissez. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre la société dans laquelle vous évoluez, l'appréhender au travers d'une pensée critique et devenir les acteurs de la démocratie de demain. Merci pour votre écoute, c'était une vidéo proposée par Popex. N'hésitez pas à la partager. À très vite.